Amoureux et amoureuses de la Nati, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, le dernier de l'Euro 2024. Aïe aïe aïe, il fallait bien que je revienne sur ce match, même si pour le coup c'est pas facile. Oui, ça a été une sacrée douche froide samedi soir. Je crois que on y croyait tous. Cette défaite fait très mal, clairement. On le sait bien, le pire ennemi du supporter de foot, bah, c'est l'espoir. Et cette équipe de Suisse nous en a donné tellement durant ce tournoi que, bah oui, c'est très difficile de se relever, c'est très difficile de passer à autre chose, d'accepter, d'accepter que c'est terminé. Et moi, c'est ce qui me faisait plus peur au moment d'aborder ce match, c'est de me dire bah, peut-être que ça va se terminer là, comme ça. Ce débrief va pas être évident, je l'ai repoussé le temps que je pouvais, mais voilà, il faut bien qu'on revienne un peu sur ce match, qu'on revienne sur ce tournoi. C'est parti. Bon, on va pas faire très long sur la compo alignée par l'équipe de Suisse, c'était assez basique. Elle est restée sur la même lignée que contre l'Italie, avec en attaque Rieder, Vargas et Mbolo, ainsi que Ebicher et Ndoye sur les pistons. Donc pas de grosse surprise. L'Angleterre, de son côté, a aligné un 11 assez similaire, mais avec une dynamique assez différente. Notamment Foden et Bellingham, tous les deux placés à peu près en numéro 10, qui a permis de marcher un peu mieux du côté anglais, sans que ce soit non plus rayonnant, il faut le dire. La physionomie de cette rencontre, pour le coup, on a eu une première mi-temps plutôt anglaise, hein, clairement, où ils avaient plus la possession, ils avaient un peu plus d'espace, et ils jouaient un peu mieux organisés, on va dire, déjà que leur match précédent, mais également par rapport à l'Italie lors du dernier match. Et l'équipe de Suisse qui a pas mal tâtonné en première mi-temps, qui a eu beaucoup de mal à ressortir du pressing anglais, qui a eu beaucoup de mal à se créer des espaces. On a vu qu'il y avait un vrai pressing, notamment autour de la relance. C'était très compliqué à repartir de l'avant, malgré les vaines tentatives de Ndoye, de Mbolo. Mbolo qui a eu un rôle assez ingrat, encore une fois, ce soir. Mais je trouve qu'il, comme souvent, s'en est très bien sorti avec son jeu dos au but. Il a réussi à conserver beaucoup de ballons. Pour cela, il mérite les louanges. Mais c'est vrai que cette première mi-temps, elle est plutôt inquiétante, ou du moins pas très rassurante. Maintenant, il y avait quand même des motifs de satisfaction de voir cette équipe anglaise, malgré une certaine domination, ne se créer aucune occasion. Aucune vraie occasion, je veux dire. En première mi-temps, on n'a encore une fois pas vu Yann Sommer. On a vu une défense compacte qui savait gérer ce genre de situation. Et on a eu un peu une tentative de Rice, on a eu de temps en temps un petit danger, mais franchement, rien qui nous a vraiment fait sauter au plafond, quoi. On était quand même assez solide. Mais ça m'avait plutôt inquiété pour la suite du match où je me suis dit, je suis pas sûr de voir cette équipe de Suisse se reprendre, à reprendre le ballon, à reprendre l'avantage dans ce match. Et pourtant, bah, c'est plutôt ce qu'elle a fait en deuxième mi-temps. Nous avons vu une équipe capable d'aller de l'avant, capable de se créer des opportunités, plus d'espace qu'en première mi-temps, avec plus de précision aussi technique, toujours dans le même style, mais Ebicher a un peu plus dézonné, Ndoye a un peu plus percuté. Chaka a réussi à trouver un peu plus de passes et ça allait de mieux en mieux. Et plus le match avançait, mieux ça allait. Surtout qu'en parallèle, les Anglais se sont de plus en plus effacés. On les a vus de moins en moins dangereux, à l'image d'un Foden qu'on n'a pas vu du match, Bellingham qui a eu beaucoup de mal à se créer des opportunités, Kane qui a été invisible. On a vu Mainu qui a été très intéressant au milieu de terrain, qui nous a fait plutôt mal. Tout comme Rice, hein, qui a été plutôt solide, plus que lors de ses derniers matchs. Et bien sûr, Bukayo Saka, qui a été le plus dangereux dans ce match. On y reviendra plus tard. Mais la Suisse qui a réussi à prendre le ballon, qui a réussi à prendre le contrôle de ce match. Et on sentait qu'on partait sur une dynamique de mieux en mieux. Et honnêtement, j'ai recommencé à y croire. J'ai senti qu'il y avait clairement moyen de faire quelque chose sur cette fin de match. Et ça a été validé par un but de Brel Mbolo sur un magnifique travail, encore une fois, de Dan Ndoye, qui fait suite, encore une fois, à une certaine construction, à une certaine structure, et qui récompense, encore une fois, ce travail magnifique de cette équipe de Suisse. Et on se retrouve en quart de finale à la 80e minute à mener contre l'Angleterre, favori du début du tournoi. Comment ne pas rêver? Comment ne pas voir plus grand, plus haut? C'était dur à ce moment-là de ne pas imaginer plus, de ne pas imaginer plus grand. On savait que les 10 dernières minutes allaient être très très longues. Et finalement, ça n'a duré que 5 minutes puisque Bukayo Saka a réussi par un exploit individuel tout simplement à égaliser. C'est peut-être le seul moment où la défense suisse a laissé de l'espace dans ce match. C'est le seul moment où elle a un peu négligé son pressing, notamment Ebicher qui dans ce match a eu beaucoup de mal face à Saka. C'est là où on sent que c'est pas un piston de métier. Certains diront que Yann Sommer peut faire quelque chose, je suis assez mitigé là-dessus, je pense qu'elle est quand même vraiment bien envoyée et c'est une question de perspective. Dans tous les cas, ça fait 1-1, c'est un peu une douche froide. Ça sent un peu le match où ils remarquent juste après les Anglais et ils reprennent l'avantage. Et pourtant, les Suisses ont quand même réussi à gérer cette égalisation, à gérer ce contretemps dans ce match. Là où on pouvait se dire, bon, voilà, c'est fini. Notamment un Granit Xhaka qui, malgré une blessure, comme il l'a avoué à la fin du match, a réussi à tout donner,
a sorti des interventions dingues en défense notamment, et a été encore une fois un maestro dans ce match. S'en est suivi les prolongations où on a tenté, sans tout donner, hein. On avait quand même seulement 2 offensifs pendant une bonne partie de cette fin de match, sur le terrain, à savoir Embolo et Dzuber. Shaqiri et Amdouni sont rentrés plus tard dans le match. Et les 2 équipes se sont beaucoup regardées sur une partie d'échecs où les 2 camps avaient peur de prendre trop de risques. Il n'empêche qu'à l'image de cette deuxième mi-temps, les prolongations ont été plutôt dominées par l'équipe de Suisse, qui s'est créé plus d'opportunités, notamment en fin de match où Amdouni puis Shaqiri, sur ce corner, se crée une vraie occasion de but. On a également Widmer qui se retrouve tout seul face à Pickford, où il lui manque un tout petit peu plus d'anticipation, mais il était vraiment tout proche de se retrouver tout seul contre Pickford et de pouvoir le crucifier sur place. Mais évidemment, ce corner de Shaqiri, qui est pas loin d'être le but du siècle, hein, je veux dire, hein, s'il marque ce but à ce moment-là, c'est immense et moi je rêve d'un monde alternatif où ce but entre. Et en plus, il est vraiment pas loin du tout, quoi. Il suffit, ça se joue à quelques centimètres. Comme l'action de Widmer, ça se joue vraiment à peu de choses. Mais le sort qui doit se décider au tir au but, ce que je pense les Anglais ont cherché, clairement. On sent cette équipe un peu à l'image de celle de Didier Deschamps. Il y a bien plus de crainte de se voir encaisser des buts et de perdre le match plutôt que de marquer et d'aller le gagner. On poussait jusqu'au penalty et qui, pour le coup, ont géré parfaitement cette séance. On dit que c'est une loterie, moi je suis absolument pas d'accord avec ça. La preuve dans ce match, les tirs anglais sont juste parfaits, vraiment. Contrairement à celui de Manuel Akanji. Malheureux, un peu à l'image de Xhaka en 2016. Hein. Il sort d'un Euro incroyable, Manuel Akanji. Vraiment, tous les matchs sont exceptionnels. À chaque fois, c'est un 7-8 sur 10. Sur son penalty, malheureusement, il échoue. Voilà, il est mal tiré en plus. Il est vraiment facile à anticiper pour le gardien. C'est dur, c'est dur. Maintenant, voilà, comment lui en vouloir? Évidemment qu'on ne lui en veut pas. Évidemment qu'on lui est tellement reconnaissant pour son tournoi. Et tu sentais qu'une fois ce penalty manqué, les tirs anglais, tu savais qu'ils allaient pas les manquer. Tu savais que Alexander-Arnold, au dernier tir, allait la mettre au fond, tu le sentais. Et malheureusement, Yann Sommer n'a pas réussi à faire de miracle. Elle est douloureuse, cette défaite. Les images font très mal de voir chacun en pleurs. Akanji, qui s'en veut terriblement. Freuler, Widmer, Endoy. C'est des images fortes, clairement, où on sent que eux aussi, ils avaient tellement d'espoir. Pour conclure sur le match, il faut quand même dire que par rapport au match contre l'Allemagne, contre la Hongrie ou contre l'Italie, cette équipe de Suisse s'est montrée un peu moins conquérante, a montré un peu moins tactiquement, techniquement également. Elle a moins été dans la capacité de déjouer cette attaque ainsi que cette défense anglaise. Je l'avais dit à la fin du match contre l'Italie, mais le risque était que nos petits manques dans la finition, dans les passes, dans la précision, finissent par nous coûter dans cette compétition. C'est un peu ce qui est arrivé ce soir. On sent qu'il y a une petite différence de niveau aussi sur les pénaltys, mais aussi sur certaines occasions où, là encore, il y a un cap à franchir pour vouloir aller encore plus haut. Pourquoi elle fait tant mal cette défaite? Parce que je pense que jamais on a eu autant d'espoir de voir plus, d'aller encore plus loin. C'est vrai que ces dernières années, on a vu une équipe de Suisse qui faisait des très très grands résultats, mais à chaque fois, on avait l'impression qu'il manquait encore quelque chose pour aller plus loin. Alors que là, le tableau qui s'ouvrait à nous semblait tellement accessible. Les équipes qui allaient s'opposer à nous semblaient vraiment à notre portée, à l'image des Pays-Bas, à l'image de cette équipe anglaise, mais même à une équipe de France qui ne semble pas autant conquérante que d'habitude. La seule équipe qui m'inquiétait vraiment, c'était l'Espagne. T'avais le sentiment que la voie, en tout cas vers la finale, elle était vraiment possible. Et c'était même plus un rêve fou, c'était même plus juste un sursaut d'orgueil de se dire oui, nous on est capable d'aller en finale, ou en tout cas jusqu'en demi-finale, ce qui aurait été historique, ce qui aurait été incroyable. Évidemment que, à l'image de beaucoup de fans, j'en suis sûr, je me suis effondré après le penalty de Trent Arnold. Je nous voyais signer une performance historique, encore une, et j'en étais persuadé, et ça fait d'autant plus mal, c'est clair. Mais il ne faudra pas oublier à quel point cette équipe de Suisse a montré quelque chose d'intéressant, d'excitant, de palpitant durant ce tournoi. Le jeu qu'a apporté Murat Yakin et continue son assistant, avec cette défense à 3, avec ce système qui mettait en avant ses pistons, le tournoi de certaines individualités, à commencer par Akanji et Xhaka, les 2 stars de cette équipe. C'est des joueurs de classe internationale, vraiment. Actuellement, ils méritent d'être dans l'équipe type du tournoi parce que ils ont fait un Euro de très très haut vol. À chaque fois, ils ont répondu présent. Mais c'est pas les seuls. On peut aussi parler de Dan Endoy, qui est une vraie révélation dans ce tournoi, qui, je pense, a tapé dans l'œil de pas mal de clubs cet été. Les tauliers en défense, Cher et Rodriguez, qui ont été impeccables du début à la fin. Notamment Rodriguez, je tiens à le dire, parce que, encore une fois, une performance exceptionnelle contre l'Angleterre. Il est juste implacable. Et oui, souvent, il soulève des doutes. Mais faire ce tournoi à 32 ans après
une longue carrière après beaucoup de bas ces dernières années, eh ben, je dis chapeau. Remo Freuler qui a été génial, et Bichère qui là aussi était l'homme inattendu de ce tournoi et pourtant le vrai héros là aussi. Brelem Bolo, la pièce clé du puzzle de Yakin, cet attaquant qui a été capable de mettre 2 buts dans cette compétition, mais au-delà de ça, qui a pu énormément apporter par son physique, par son style, par sa technique, après une saison quasiment blanche pour lui, où il a été tout le long blessé à Monaco. Un Ruben Vargas qui s'illumine contre l'Italie. Un Fabian Rieder qu'on n'attendait pas du tout à ce niveau. Un Yann Sommer qui a su faire le taf, qui a su sortir des bons arrêts face à l'Angleterre. Un Xherdan Shaqiri qui a mis son but habituel monstrueux du tournoi. Qu'est-ce qu'on est fier, mine de rien, de cette équipe. Qu'est-ce qu'on en est fier parce qu'en face, on parle de Foden, de Bellingham, de Kane, de Saka. Ils valent plus de 100 millions, ils sont dans la liste pour le Ballon d'Or. C'est des vrais stars, c'est des joueurs. On les connaît et ils sont énormément attendus. Là où les nôtres, eh ben, on les attend pas à ce niveau-là. Et pourtant, ils répondent complètement présents. L'équipe de Suisse a encore une fois prouvé qu'elle était une équipe de tournoi. Parce que je le rappelle, 2014, 2016, 2018, 2021, 2022, 2024, à chaque fois, c'est au moins les huitièmes de finale. Et désormais, on a 2 quarts de finale. Ça paraît bête, mais une équipe comme l'Allemagne, l'Italie, le Portugal ou la Belgique, les équipes de football qui prétendent souvent au titre, ils n'ont pas eu la même régularité sur les dernières années. C'est une équipe qui, malgré un manque d'individualité forte, sait se surpasser face à des grands adversaires, comme elle l'a fait contre l'Argentine en 2014, contre la France en 2016, contre le Brésil en 2018, contre la France et l'Espagne en 2021, et cette année, elle a battu l'Italie, 4 fois champion du monde, elle a maintenu en échec, elle a failli battre, elle était à 2 minutes de battre le pays hôte, l'Allemagne, 4 fois champion du monde, et il a fallu une séance de pénalty en quart de finale à l'équipe d'Angleterre, je répète, peut-être l'équipe avec le meilleur effectif de ce tournoi, pour nous éliminer. Nous, la petite Suisse. Comment ne pas être fier de cette équipe? Comment ne pas être fier de ces hommes? Oui, il manque encore ce palier à franchir pour rêver de plus, pour rêver plus haut, pour rêver plus grand. On méritait probablement plus dans ce tournoi, vu le jeu que nous avons proposé. Il y a une vraie tristesse, il y a de la frustration, il y a des larmes, de la colère, mais il y a aussi énormément de fierté. Et on peut dire un très grand merci à cette génération, à commencer par ceux qui ne seront peut-être plus là aux prochaines compétitions. S'il y a des retraites internationales annoncées dans ces prochains jours, dans ces prochaines semaines, je pense faire des vidéos spéciales sur les joueurs si ça a été des joueurs importants. Mais évidemment que je suis tellement reconnaissant envers Sommer, envers Shaqiri, envers Rodriguez, Cher, et qui ont offert peut-être le pic de ce qu'ils pouvaient montrer durant ce tournoi. J'ai vu beaucoup de personnes dire que c'était le tournoi de la dernière chance, que c'était peut-être la dernière fois qu'on pouvait viser si haut. Je suis pas tout à fait d'accord. Je pense déjà que certains ont encore des années à tirer, notamment Chaka. Mais derrière, il y a des jeunes qui toquent à la porte, il y a des jeunes qui poussent. En défense, oui, on va peut-être perdre Rodriguez et Cher, mais derrière, on a des Omer Agic, des Aimenda, des Stergiou, qui peuvent à leur tour répondre présent. Notre milieu de terrain se fait vieillissant, mais nous avons toujours Zakaria, qui n'a pas eu beaucoup de temps de jeu, mais qui aura un jour sa compétition, j'en suis sûr. On a un Yachari qu'on n'a pas beaucoup vu dans ce tournoi. On a un Rieder qui est une vraie révélation et qui aura une seconde chance avec Stuttgart cette année. On a un Ebicher qui a montré qu'il pouvait être bien plus qu'un simple joker dans ce tournoi. En attaque, on a bien sûr Endoy, on a Amdouni, Mbolo est encore jeune. Et on a aussi des joueurs qu'on n'a pas vus durant ce tournoi, comme Okafor, comme Monteiro, comme Cameron Puertas, qui pourrait peut-être rejoindre l'équipe de Suisse en 2026. Et je suis persuadé que cette équipe de Suisse en 2026 sera encore capable de nous faire rêver. Sous les ordres de qui? C'est une question qui mérite d'être posée. Peut-être que j'en ferai aussi une vidéo spéciale selon ce qui se passe dans les prochaines semaines. Est-ce que Murat Yakin va être prolongé? Je suis très divisé par rapport à ça. Parce qu'il faut le dire, ce tournoi, c'est aussi son œuvre, c'est l'œuvre de Murat Yakin, que j'ai déchiré lors des derniers mois, vraiment, que je voulais absolument voir loin de mon équipe, et qui pourtant a livré une masterclass durant ce tournoi, il faut le dire. Je veux dire, il n'a pas hésité à faire des vrais choix, certainement aussi impulsé par Contini, l'entraîneur adjoint, mais Ebicher à gauche, il fallait le sortir. Faire confiance à Danendoy, à Ruben Vargas contre l'Italie, à Shaqiri contre l'Écosse, à Doua dans le premier match qu'on n'attendait pas du tout dans ce tournoi. Maintenir sa confiance en Ricardo Rodriguez, relancer Fabian Cher dans cette défense. Donner les clés à Granit Xhaka avec qui pourtant les liens ne semblaient pas très bons. Mettre Fabian Rieder sur le devant de la scène contre l'Allemagne puis le laisser durant la suite. Alors oui, il aurait pu faire entrer Amdouni et Shaqiri un peu plus tôt dans le match contre l'Angleterre. Certainement, mais en même temps, ça aurait pu déséquilibrer aussi cette équipe. On aurait pu se prendre un but de Tony dans les dernières minutes. Crois-moi que ça aurait été difficile à avaler et je suis sûr qu'on lui aurait reproché. Maintenant,
Je suis quand même de l'avis qu'il faudrait peut-être passer à autre chose, qu'il faudrait peut-être le laisser s'en aller et relancer quelque chose de nouveau. Mais je trouverais pas choquant qu'il soit prolongé. C'est aussi selon qui pourrait reprendre le flambeau derrière. Est-ce que Contini a vraiment les épaules pour prendre ce rôle? Est-ce qu'un Urs Fischer, un René Weiler? Je sais pas, à voir selon qui est intéressé. C'est le job désormais de l'ASF. Je me réjouis de voir dans quelle direction ils vont aller. Dans tous les cas, je serai au rendez-vous pour le commenter. Ça a été un bonheur de suivre ce tournoi. Ça a été un bonheur aussi de faire ces vidéos. J'ai beaucoup aimé pouvoir revenir dessus, pouvoir partager. Je vous avoue qu'au moment où l'équipe de Suisse s'est lancée dans ce tournoi, je pensais que ça allait s'arrêter à 3 débriefs, et qu'il n'y aurait pas grand-chose à dire à part du désespoir. Et pourtant, elle nous en a donné de l'espoir. Merci à cette équipe de Suisse de nous avoir réunis. Il y avait tellement de monde dehors, il y avait tellement de monde au fan zone. Encore une fois, la Suisse était réunie autour du football et c'est pour mon plus grand plaisir. Merci de nous avoir fait rêver. Ça m'a donné plein d'idées de sujets à aborder dans ce podcast. Donc on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Amoureuses et amoureuses de la Nati, prenez soin de vous. Ciao.